Je vais passer la parole à Wolfram. Enfin, c'est pas de la xénophobie, c'est aussi de la culture. Hein. Moi, j'ai grandi avec Michel Sardou. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je pense que ça a marqué un paquet de gens. Mais c'était ça. Enfin, ça a été quand même ça, la France des années 60. Et avant que Wolfram ne réagisse, les collectivités locales, oui, mais comment on les associe? Deux, elles sont quasiment toutes en déroute financière aussi, toutes, ou en situation financière difficile. Est-ce qu'elles peuvent intégrer et apporter au marché? Mais vous énervez pas tous les élus locaux, là, vous m'engueulerez après. Bon, d'accord, moins que l'État. Oui, oui, ça c'est vrai, d'accord. Et puis la dernière chose, sur l'individu, là je pense que je vais me faire assassiner, mais sur l'individu, il y a aussi un travail de pédagogie à faire. Moi, j'ai quand même mais en mémoire des débats où on accusait le pylône et la ligne de tension électrique d'être responsable du tremblement de la Vache. Bon, sur le gaz de schiste, c'est vrai, sur le gaz de schiste, aujourd'hui, on est très, très timoré en France parce qu'on a eu une réaction très hostile de l'opinion publique. Comment ? Ah ben voilà, mais alors, là je vais laisser parler Wolfram, ça fait juste 10 minutes qu'il est en train de demander la parole et je l'ai dans ma ligne de mire, puis vous réagirez tous les uns et les autres. Alors, il y a évidemment beaucoup de commentaires à faire à ce débat très riche. Juste en tant que commentaire à vos propos, je pense que ce qui pose problème aujourd'hui à un débat véritablement européen, et ce qui pose problème à ce débat dans la façon dans laquelle elle est menée par la Commission européenne, c'est qu'on traite on a affaire avec des chiffres, avec des horizons qui échappent à tout citoyen normal. On parle de la Energy Roadmap 2050, on parle des 3 fois 20% pour 2020. Et déjà, si on compare le monde mars 2012 avec le monde septembre 2007, bon, c'est même pas 4 ans, mais le monde, il a complètement changé. Et voilà, et il y a eu Sarko. Deuxième problème, on part des hypothèses dont on ne sait pas si elles sont économiquement correctes. Dans vos très beaux propos, vous avez dit qu'on consomme de plus en plus. C'est vrai, la consommation, surtout en France, elle a baissé par 7%, ce qui est énorme. Il y avait plus de 30 TWh qui ont été consommés moins en 2011 par rapport à 2010. Donc, était-ce dû au climat ou à l'avancée technologique? J'en sais rien. Je suis sûr qu'il y a plusieurs facteurs à cela. Donc déjà, il y a plusieurs hypothèses dont on ne sait pas si elles sont les bonnes. Ensuite, les cibles de la Commission européenne, la décarbonisation, il faut plus de renouvelables dans la part de production de l'électricité. Moi, je n'ai pas encore vraiment compris, mais je ne suis pas non plus le spécialiste. Est-ce que l'augmentation de la part des renouvelables dans la production fait automatiquement baisser ou reculer le pourcentage d'émissions CO2 dans nos pays? Tant que je sache, il n'y a pas un lien de causalité. Dans tous les cas, en Allemagne, on peut très bien montrer que ce lien n'existait pas. Ensuite, puisque tu as à plusieurs reprises parlé de la comparaison entre la France et l'Allemagne qui est un peu trop en vogue en France, donc je ne vais pas trop parler de ça. Mais oui, absolument. Mais tout à l'heure, j'ai parlé du couplage de marché. C'est là où je ne suis pas d'accord avec M. Merlin. Ça, avec le couplage de marché, ça c'est quelque chose où la Commission européenne doit absolument continuer de pousser dans ce sens-là, que nos pays soient couplés, parce que ça montre bien qu'on peut améliorer l'allocation de capacité indépendamment du mix énergétique en France. Ensuite, pour passer au national et au régional, l'Allemagne, c'est un pays fédéral. Il y a à peu près 900 Stadtwerke, ce sont des utilities municipaux qui sont à la fois fournisseurs, producteurs, et qui sont les principaux acteurs du tournant énergétique
En Allemagne, mais c'est exactement là où on voit très bien que la comparaison, ça n'a aucun sens parce que la structure économique, elle est différente. Les enjeux sont différents. En revanche, ce qu'on peut constater depuis un an, c'est un retour, ou si vous voulez, la première fois, une très grande présence de l'État en matière de politique énergétique. Et là, le citoyen allemand, il ne sait pas encore est-ce qu'il aime bien ça ou pas. Il y a des sondages qui montrent que 62% des Allemands sont prêts à payer plus pour l'électricité si elle est verte. Je ne sais pas si c'est une grande leçon, mais c'est pour moi, en tant qu'Allemand qui vit en France maintenant depuis presque 10 ans, c'est un très grand paradoxe parce que c'est un pays hautement technologique, mais en même temps, c'est profondément romantique. C'est théologique. Et voilà, on a embarqué sur ce chemin-là. Je ne pense pas que on va quitter cette route-là. Mais là, c'est pareil. Aujourd'hui, on a 21% de renouvelables dans la production de l'électricité. Pour 2020, c'est 35%. Voilà, c'est la société de planification, comme je suis très provocateur, comme on l'a connu en RDA. Il faut que ça soit 35% en 2020. Non, comparaison entre la France et la RDA. Non, je parle de l'Allemagne d'aujourd'hui et la RDA. Donc il y a un réflexe de bien poser les jalons et de veiller étatiquement à ce que ce tournant énergétique puisse bien faire son chemin. Et les gros énergéticiens, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de suivre. Michel-André Merlin, et puis une question au fond de la salle. Sur 3 points. Sur l'Europe, on a un mouvement quand même de fond qui est, ces dernières années, un repli sur des décisions et des solutions nationales en matière de politique énergétique. Pour autant, est-ce que l'Europe de l'énergie ne peut pas fonctionner ? Moi, je pense que ce n'est pas un obstacle. J'étais en Allemagne l'autre jour et effectivement, une des membres de la commission Merkel, prof de théologie, m'expliquait que ce que tu évoquais à l'instant, c'est que le peuple allemand souhaitait très majoritairement ne pas consommer du nucléaire français. Et moi, enfant du pays de Descartes plutôt, je dis que les grands réseaux acheminaient l'électricité et nous consommions du renouvelable français, même si majoritairement peut-être l'opinion française est favorable au nucléaire, et les Allemands vont consommer en fonction du nucléaire, voilà, bien au-delà, et bien au-delà de l'Allemagne. Donc il y a une réalité physique qui est celle des échanges, de la complémentarité, de la solidarité. C'est un grand atout industriel que l'Europe ait créé ce grand réseau il y a 60 ans, par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres continents qui sont sur des politiques très drastiques de construction de grands réseaux. On a cette maille-là, il faut la combiner intelligemment, même si les politiques nationales s'écartent et diffèrent. Par rapport à la question d'Alexandre, les collectivités, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça bouge ? Mais il faut d'abord les écouter. Il y a des exemples concrets. La ville de Montpellier, pas très loin d'Aix-en-Provence, a pris des décisions sur les bâtiments publics consistant à couper tout l'éclairage à 10 heures de manière automatique. Et puis on remet dans les bureaux où il y a des gens qui font le geste. Bon, pas très compliqué à mener. C'est des décisions qu'un élu, qu'un maire et un directeur des services techniques bien constitués doivent pouvoir réaliser sans problème. Ça, c'est des micro-décisions, il faut les entendre. En Bretagne, communauté de communes du Menet, ville de Bégane, des endroits où les gens disent on a envie d'être autonome au plan énergétique, à horizon de 10 ans, 20 ans. Énergicité, association française créée il y a 20 ans, 30 ans à Besançon, fait référence. Les villes en transition, initiative venue d'Écosse, qui se répandent dans toute l'Europe. Donc les collectivités, aujourd'hui, veulent grandir et être reconnues, non pas uniquement comme les réceptacles de politique énergétique nationale, mais comme des acteurs. Et donc si on arrive à marier tout ça, c'est-à-dire à la fois la compétence, l'expertise nationale des grandes structures, des grandes entreprises, des grandes directions de l'État, plus ce mouvement, on peut faire quelque chose qui soit un petit peu révolutionnaire. Et en même temps, ça ne remet pas en cause les fondamentaux d'un pays qui, pour l'instant, n'a pas démérité. Dernier point, on n'en a pas parlé, Nathalie, dans ce débat, la question du comportement du consommateur. La sobriété, ça a été abordé par Arnaud tout à l'heure, c'est quelque chose qui doit devenir extrêmement à la mode. Moins consommer, ce n'est pas le retour à la bougie, comme on caricaturait encore il y a quelques années, le fait d'adapter sa demande. C'est quelque chose qui correspond, un, à une période de crise, et deux, à un comportement où la transition énergétique et la lutte contre les émissions de CO2 font partie d'objets qui sont reconnus par l'opinion. Donc aujourd'hui,
que les niveaux de consommation dans tel ou tel pays diminuent ne serait pas un signe profond d'angoisse et de récession et de disparition de l'économie d'un pays. C'est un moment auquel il faut se préparer, s'adapter, et en se disant que comme dans d'autres domaines, voilà, on peut continuer à vivre et une économie peut fonctionner, même si on n'est pas sur la logique productiviste que tu développais tout à l'heure. Donc voilà, donc, il faut qu'on se prépare à tout ça, mais avec un esprit positif et pas en vivant ça comme l'horreur et l'abomination. Très brièvement, parce que je pense qu'il faut laisser la surtout qu'après, je parole prends à une la question salle. qui Mais je sera voudrais la répondre dernière. à 3 points là, tout à l'heure qui ont été évoqués. Premièrement, c'est vrai qu'en France, du fait des conditions climatiques, la consommation d'électricité a baissé de manière significative, mais corrigée des évolutions climatiques, on peut considérer que malgré tout qu'il y a une croissance faible de la consommation d'électricité. Je vous invite à regarder les statistiques de RTE. Alors c'est vrai que la partie industrielle, et ça explique effectivement la crise, les effets de la crise économique et financière, cette partie-là a baissé. Mais globalement, on est plutôt en augmentation. Deuxièmement, sur le couplage des marchés, sachez, je pense que vous le savez, c'est moi qui suis à l'origine du couplage des marchés entre la France, la Belgique et la Hollande. Et on a mis en place ce système-là en 2006, après avoir créé PowerNext, qui a donné aujourd'hui l'entreprise que vous dirigez. Et troisièmement, je suis quand même très étonné que vous disiez que le développement des énergies renouvelables en Allemagne ne limite pas l'émission des CO2. Parce que là, franchement, je ne comprends pas. Il est clair, cependant, que développer les énergies renouvelables à caractère intermittent suppose effectivement, pour pouvoir faire face à cette intermittence, qu'en parallèle, on ait des moyens de production, notamment en gaz, effectivement, qui permettent de compenser cette intermittence. Donc c'est vrai que le développement des énergies renouvelables doit s'accompagner d'autres moyens qui, eux, peuvent effectivement dégager du CO2. Puis dernier point, j'ai assisté à une conférence de M. Toffler, l'ancien ministre de M. Kohl, qui a piloté le groupe de travail sorti du nucléaire en Allemagne, ce qui nous a dit très clairement, ce qui d'ailleurs pose vraiment une question au niveau de la politique énergétique européenne, c'est que dans la transition énergétique très forte qu'est en train d'amorcer l'Allemagne, sur quoi il comptait? Essentiellement sur le gaz et sur le charbon. Monsieur Lenoir, je vais appliquer le principe de la démocratie participative et laisser Madame poser sa question, mais vous réagirez. Oui, bonjour. Non, en fait, ce n'est pas une question, c'est un complément d'information et je rebondis sur le rôle des collectivités territoriales en tant que service technique d'une collectivité territoriale. Vous avez parlé des schémas régionaux climat, air, énergie. Alors, si vous permettez, je modulerai un peu vos propos. Les collectivités, les régions sont très présentes. L'État ne fait pas tout sur ces schémas. Donc, on a depuis 2 ans, on travaille en collaboration avec l'État sur ces schémas. Donc, je précise climat, air et énergie, donc les 3 variables, tant au niveau des bâtiments, de l'efficacité énergétique, mais en premier lieu de la sobriété, puisque vous en avez parlé, et c'est le premier point également, qu'au niveau également des véhicules électriques, et comme vous l'avez dit, de l'appel de puissance si on est en charge rapide de véhicules. Donc vous voyez, au niveau des collectivités territoriales, il y a des techniques, des spécialistes, des gens qui travaillent, qui ne baissent pas les bras et qui sont à l'écoute des autres collectivités, des citoyens, et travaillent en collaboration avec l'État. L'ensemble de ces schémas pourraient être déclinés donc sur les plans climat, énergie territoriaux, où d'autres collectivités plus petites prendront part également. Donc, on est sur un système différent organisé de l'Allemagne, mais les collectivités sont là. Et je tenais à le préciser, il n'y a pas que l'État qui travaille. Je n'ai pas de questions, je suis désolée. D'accord. Merci de votre intervention, qui a duré moins de 4 minutes, heureusement. Monsieur Lenoir, vous vouliez réagir? Prenez le micro de votre voisin. Oui, sur la question de la décentralisation. Le débat et vos remarques sur la capacité des collectivités ou des individus, des citoyens à prendre leurs responsabilités, moi, ça me ramène 50 ans en arrière, où le débat se posait exactement de la même façon pour tout ce qui concernait l'aménagement, l'urbanisme, les constructions scolaires, etc. etc. Réflexion des préfets vis-à-vis des élus. Ces gens-là
ont un double langage, et suivant qu'ils sont devant leurs électeurs et administrés ou devant nous. Or, la décentralisation qui s'est faite a permis, premièrement, de maintenir et de développer et d'améliorer tous les bâtiments scolaires, de tous les niveaux, jusqu'à non compris aux universités, sauf quand les collectivités ont financé les universités. Deuxièmement, à partir du moment où les régions ont été responsables de développer les TER, et c'est-à-dire de même remettre en service des lignes de ferroviaires, alors qu'actuellement, il n'existerait plus avec la politique de l'État que des réseaux de TGV ou de grandes lignes. Donc, les collectivités sont totalement capables, et Madame vient de nous le dire, de prendre en charge ces questions que l'on veut faire apparaître compliquées. Or, sur le territoire, les intérêts des habitants et des organisations et des entreprises ne sont pas du tout les mêmes que les intérêts des grandes entreprises comme EDF, ERDF ou GDF, GRDF ou Total, etc., qui ont une vision mondiale des choses. Il faut qu'il y ait une tension, un dialogue, et que les intérêts locaux soient entièrement pris en charge par les collectivités, par la démocratie locale. Et c'est de cette tension d'ailleurs que profiteront, et par cette tension, que les grandes entreprises qui sont effectivement indispensables progresseront elles-mêmes. Et moi, j'ai beaucoup de craintes pour l'avenir, en particulier d'EDF, qui est une magnifique entreprise, parce que EDF, qui se comporte en pays conquis en France comme ailleurs, va acculer à des catastrophes les différents territoires et va finir par péricliter elle-même. La démocratie locale est indispensable au niveau des territoires, intercommunalités et régions. Je ne vous inviterai pas avec M. Proglio, vous. Hein. Monsieur Gossman. Tout à l'heure, je m'étais permis de dire que lorsque l'État se met à produire énormément de réglementaires, c'est qu'il est face à des choix politiques qui ne sont pas précis. Lors du Grenelle de l'environnement, notamment, on n'a pas réussi, parce que c'est un événement auquel j'avais participé, puisqu'à l'époque, j'étais responsable d'une ONG, on n'avait pas réussi à trouver le bon niveau pour l'énergie en matière de collectivité territoriale. Donc, ce qui fait que d'un côté, on a décentralisé la planification, et c'est vrai que les collectivités locales sont associées, font un gros travail sur la rédaction, notamment du schéma régional climat-énergie. Il y en aura bien d'autres. Il y a les plans de façade maritime. Aujourd'hui, on voit aussi à côté de ces SHREC, les CERCAE, on voit les schémas de raccordement qui arrivent. Enfin bref, il y a tout un ensemble de schémas. Hier, il y avait les plans de dépassement urbain, il y a eu aussi les plans énergie, climat, territoire. Bref, il y en a beaucoup. Mais sur l'opérationnel, à côté de ce mouvement de décentralisation du plan, on a un mouvement de recentralisation de la décision opérationnelle. Par exemple, en matière d'éolien. Les éoliennes ont été aspirées dans une nouvelle réglementation qu'on appelle la réglementation ICPE, installation classée. Et cette réglementation installation classée, c'est l'emblème même de la puissance de l'État. C'est l'État qui décide, c'est le préfet avec son DREAL qui va prendre les décisions, qui va délivrer les autorisations, qui va contrôler. On aurait pu imaginer un autre système où les collectivités territoriales, dans l'opérationnel, auraient été plus associées. En réalité, les collectivités territoriales, aujourd'hui, on leur demande leur avis en amont, avant la délivrance de l'autorisation, et encore en amont, on leur demande leur avis en matière de planification. Je pense que le vrai saut à faire, c'est de dire à l'État, attention, peut-être qu'en matière opérationnelle, on pourrait avoir au niveau des collectivités territoriales des experts, des gens compétents, tout comme on en a en préfecture aujourd'hui, et que les collectivités territoriales elles-mêmes puissent s'investir dans la gestion opérationnelle des projets, pas simplement dans la philosophie et le débat politique, ce qui est important. Donc voilà, il y a le schéma régional climat air énergie, c'est typique de cette hésitation de l'État entre un mouvement de centralisation et de décentralisation. On fait le yo-yo en ce moment entre ces deux impératifs. Et il faudrait avoir des choix un petit peu plus clairs aujourd'hui, ce qu'on n'a pas. Ok, y a-t-il une dernière question dans la salle? Non, on a faim. Voilà. Donc, Comment? Non, c'est un sujet inépuisable. Non, ce que je trouve
moi, la question qui restera pour moi, c'est pourquoi on a autant focalisé cette campagne autour de la question du nucléaire. Et là, les réponses que vous avez fournies sont quand même beaucoup plus enthousiasmantes sur ce qu'on peut faire dans les années à venir sur ces questions-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos interventions toutes plus passionnantes les unes que les autres. Il vous reste un petit peu de temps pour manger. Voilà. Merci, messieurs.